Bienvenue sur Au-delà du binaire. En cette fin d'année 2023, trois actualités m'ont particulièrement marqué en ce mois de décembre. C'est l'occasion pour moi de voir avec vous la proposition de règlement européen sur l'intelligence artificielle, puisque Thierry Breton, commissaire européen, annonce un accord historique. Donc on va voir un petit peu ce que cela revêt. On verra également la position du Vatican sur l'intelligence artificielle. Donc c'est une position qui est quand même assez intéressante. Et on terminera avec les déboires de Tesla en matière de mise à jour de leur autopilote, puisqu'il y a de plus en plus de véhicules qui dysfonctionnent et il y a une mise à jour obligatoire qui devra intervenir très prochainement, ce qui interroge naturellement sur les règles de sécurité en la matière. Ça ne vous a peut-être pas échappé, Thierry Breton a annoncé un accord historique concernant la proposition de règlement européen sur l'intelligence artificielle. Alors, pourquoi historique? Tout simplement parce que, selon lui, moi je pense que c'est à relativiser, il s'agit de la première réglementation à venir en matière d'intelligence artificielle au monde. Alors, la première version du texte, pour recontextualiser les choses, datée de 2021, d'avril 2021. J'ai eu l'occasion un peu dans mes travaux de recherche d'aborder ces thématiques, notamment dans le cadre du doctorat, puisque bien sûr, il y a le RGPD et d'autres réglementations qui protègent déjà dans le cadre des données à caractère personnel. Mais c'est vrai que là, l'apport, c'était tout simplement de pouvoir protéger les individus et protéger aussi la société de traitements algorithmiques qui ne font pas nécessairement intervenir des données à caractère personnel. Bon, c'est une approche intéressante par le risque, c'est-à-dire il y aura des usages qui seront interdits, d'autres qui pourront se faire avec un certain nombre de garanties, parce que cette version n'est pas encore la version votée, j'insiste là-dessus. Et puis on entend parler d'une entrée en application pour 2026, donc il y a encore du temps. À mon sens, la difficulté première, c'est d'avoir donné quand même, d'avoir essayé de donner une définition juridique à ce qu'on entend par intelligence artificielle. Moi, j'ai toujours du mal un peu avec ça, tout simplement parce que les informaticiens eux-mêmes ne sont pas tous d'accord. Ça fait un texte qui est très technique, très nébuleux. Autant moi, je sais ce qu'est un traitement algorithmique, mais je ne sais pas ce qu'est de l'intelligence artificielle. Évidemment, il y a des tentatives de réglementation, on a vu beaucoup de choses en ce moment, c'est quoi une IA générative, etc. Suite à ChatGPT. Mais on peut pas avoir un texte en fait qui est aussi évolutif à mon sens. C'est-à-dire que là, on va ajouter IA générative parce qu'il y a eu un mouvement sur l'IA générative. Enfin, un règlement, pour moi, doit s'inscrire dans la durée, il doit être neutre technologiquement, c'est ce qui a fait la force de tout ce qui est réglementation sur les données à caractère personnel. Je tiens à préciser que la réglementation sur les données à caractère personnel en France, c'est 1978. Voilà, on sait ce qu'est un traitement de données à caractère personnel, on sait ce qu'est un traitement en informatique aussi. Là, la difficulté, c'est d'entrer dans ces travers, c'est pas clair en fait. Donc, bon, et en plus, on a aussi un autre problème, je pense qu'il aurait fallu aussi donner des moyens à très court terme pour déjà que le RGPD soit effectif, tout simplement parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment des problèmes d'effectivité des droits en matière de numérique. Il y a quand même assez peu de contrôle encore aujourd'hui. Il y a plein de cabinets d'avocats, il y a plein de collectivités territoriales, plein d'entreprises qui ne sont pas encore en conformité avec le RGPD. Et je pense qu'en fait, c'est là qu'il fallait jouer vraiment très très fort. Évidemment, on peut toujours réglementer ensuite ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence artificielle. Mais bon, voilà, c'est bien, c'est une bonne chose. Mais je pense pas que ce soit la bonne méthode pour le faire. On verra ensuite quand même ce que ça va donner. Mais je ferai des podcasts dédiés à cette question lorsque on aura plus d'informations. Il y a quand même un débat qui ressurgit. Alors ce débat, il est plutôt politique. Il y a eu un petit bras de fer entre Thierry Breton, donc commissaire européen, et Emmanuel Macron, président de la République française, parce que le président disait qu'il allait encore faire pression pour pouvoir modifier la proposition de règlement. À cela, Thierry Breton lui a rétorqué que c'était fini, qu'en fait on avait la version définitive du texte et qui allait être soumise au vote. Pourquoi un tel bras de fer ? Tout simplement parce que aujourd'hui, et c'est un petit peu aussi ce qu'il y avait eu à l'époque du RGPD, c'est toujours la même chose, on part sur la base que à trop réglementer, on va freiner l'innovation. Il y a vraiment deux modèles qui s'affrontent. Il y a ceux qui pensent qu'il faut réglementer dès à présent pour avoir des intelligences artificielles qui seraient plus en adéquation avec les valeurs européennes, d'état de droit, de respect des droits et libertés, et puis d'autres qui disent qu'au contraire, non, c'est pas maintenant qu'il faut faire ça,
Parce que si on le fait, en réalité, tout le monde va aller développer les IA à l'étranger. Et nous, continent européen, on va se retrouver avec à être le parent pauvre du développement des technologies de demain. Donc ça, c'est un débat qui existe aujourd'hui. C'est un débat intéressant, je trouve. Moi, je suis en faveur de la réglementation parce que pour moi, dans le développement, les droits humains doivent primer. Il y a pas de débat là-dessus. Mais pour autant, effectivement, c'est un petit bras en ce moment en Europe avec toutes ces questions-là. Je pense aussi qu'on est dans un mouvement de fond qui est effrayant. C'est vraiment le recul de l'état de droit. Et là, on s'apprête à avoir un texte, bien sûr, ce qui sera la version définitive de la chose, mais on s'apprête à avoir un texte et on a déjà quelqu'un qui nous dit bon bah finalement moi ce texte me dérange, presque je l'appliquerai pas quoi. Et c'est un peu aussi quelque chose qu'on voit dans d'autres domaines de la société, c'est tout ce qui est supranational en ce moment est mal perçu. On le voit dans d'autres domaines, où on a des ministres dans la presse qui disent expressément qu'ils n'appliqueront plus le droit européen, la Cour européenne des droits de l'homme, c'est surfait. Le Conseil d'État, bon là même, alors là c'est même pire parce qu'on a même eu des ministres qui ont dit qu'ils appliqueraient même pas les arrêts du Conseil d'État, donc on est sur un truc très très fort de café. Mais on a ce mouvement de trumpisation de la société, même de la part de partis politiques qui ne sont pas forcément extrêmes, mais qui sont dans du clash avec tout ce qui représente garantie vis-à-vis de l'état de droit, parce que la démocratie, c'est chiant. Rendez-vous compte, la démocratie, c'est le débat. La démocratie, c'est parfois devoir appliquer des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord. Et c'est un peu l'illustration de ça, je pense, aujourd'hui, avec ce petit débat entre Thierry Breton et Emmanuel Macron. Quand même très intéressant, mais je trouve ça aussi un peu effrayant. À voir ce que ça va donner. Il y a aussi quelque chose qui me perturbe un peu avec cette proposition de règlement européen, c'est les exceptions. Comme d'habitude, on n'a pas de visibilité là-dessus parce que ça va dépendre. Comme le RGPD, il y avait directives police-justice, qui sont des dérogations en fait au RGPD. Et bien là, de la même façon, il y aura aussi des dérogations. Il y a des usages qui sont interdits, et puis des usages de traitement algorithmique qui le seront quand même dans certains cas, alors qu'ils sont vraiment très attentatoires aux libertés. Donc on attend vraiment la définition de tout ça. Je pense notamment à tout ce qui sera utilisé en matière de police, avec la reconnaissance faciale, etc. Donc le texte n'est pas non plus si protecteur que cela, contrairement à ce qui est dit aujourd'hui dans la presse et ce qui est dit par Thierry Breton. Donc vraiment, il faut voir les choses, comment elles vont se décanter. Je pense aussi qu'il y a un mouvement aujourd'hui qui est plus de technologie dans le contrôle de la société, notamment à des fins d'ordre public. On l'a vu notamment sur les Jeux Olympiques, qui permet, alors c'est pas de la reconnaissance faciale, mais c'est déjà de la reconnaissance comportementale, où on peut, par l'intermédiaire de l'intelligence artificielle, détecter c'est autorisé, des environnements qui seraient propices à des troubles à l'ordre public pour qu'on puisse faire intervenir ensuite les forces de l'ordre. De toute manière, évidemment, la police aura de plus en plus accès à ces outils-là. Maintenant, il faut voir ce qui est acceptable, ce qui ne l'est pas, parce qu'on risque quand même de donner trop de liberté aux États en la matière. Ça manque peut-être finalement d'ambition. Donc on verra bien. Je vous en reparlerai en détail. Autre point d'actualité que je souhaiterais aborder avec vous, c'est le Vatican. Et oui, alors c'est pas une actualité que j'ai l'habitude de traiter sur la chaîne, sur le podcast, mais il faut savoir que la prochaine journée mondiale de la paix, l'année prochaine, du Vatican, sera consacrée à l'intelligence artificielle et la paix. Alors assez souvent, je sais bien que l'Église a un peu une image d'entités, d'organisations qui peinent à aborder les questions de société. Mais en réalité, le Vatican s'intéresse à l'informatique depuis très très longtemps. Figurez-vous que moi j'avais travaillé à un moment donné, dans le cadre de mes travaux de recherche, j'avais fait un petit historique comme ça sur quelles étaient les premières occurrences dans la presse, des enjeux des traitements algorithmiques en lien avec les enjeux de société. Et j'ai été assez surpris parce qu'à l'époque, j'étais tombé sur un article du Monde, donc je parle de la France, d'un certain monsieur Dubarle, qui avait écrit un article très intéressant qui s'appelait « Une nouvelle science, la cybernétique, vers la machine à gouverner, la manipulation mécanique des réactions humaines créera-t-elle un jour le meilleur des mondes ? Les premiers grands relais du cerveau humain, le dépassement du système nerveux, les processus de la pensée probabiliste, un prodigieux jeu de l'homme vers
le bonheur statistique des masses. Et c'est un article qui date de 1948. Et ouais, ça remonte. À l'origine, c'était vraiment un article qui s'inscrivait dans la promotion de la sortie des livres de Norbert Wiener, qui est quand même un pionnier de la cybernétique. Et ce monsieur, eh bien, était prêtre. Et c'était déjà en fait un homme d'église et il s'intéressait en tant qu'homme d'église aussi, en plus d'être journaliste, à ces problématiques. Pourquoi ça fait écho avec la première thématique que j'abordais? Tout simplement parce que le pape François nous dit dans son texte qu'il a publié donc sur le site internet du Vatican en vue de cette journée mondiale, il nous dit, très intéressant, alors, il y a d'autres réflexions, il y a des réflexions sur les usages de l'intelligence artificielle, notamment sur les terrains des conflits armés. Mais là, moi, il y a une phrase qui m'intéresse, enfin un paragraphe qui dit « Compte tenu de la portée mondiale de l'intelligence artificielle, il est évident qu'à côté de la responsabilité des États souverains de réglementer son utilisation interne, les organisations internationales peuvent jouer un rôle décisif dans la conclusion d'accords multilatéraux et dans la coordination de leur application et de leur mise en œuvre. À cet égard, j'exhorte la communauté des nations à travailler ensemble afin d'adopter un traité international contraignant qui réglemente le développement et l'utilisation de l'intelligence artificielle sous ses multiples formes. L'objectif de la réglementation, bien sûr, devrait être non seulement la prévention des mauvaises pratiques, mais aussi l'encouragement des bonnes pratiques en stimulant des approches nouvelles et créatives et en facilitant des initiatives personnelles et collectives. Et en fait, j'ai trouvé ça très intéressant. Alors moi, c'est déjà quelque chose que je soutiens depuis très longtemps. Là, on voit avec l'Union européenne qui cherche un cadre réglementaire en matière d'intelligence artificielle. Et là, en fait, le pape, dans sa vision universaliste, il nous dit que pour lui, la meilleure strate pour pouvoir réglementer l'intelligence artificielle, c'est au niveau mondial. Et surtout, et c'est un point qui est quand même très intéressant, c'est les accords multilatéraux. Pourquoi? Parce que les accords multilatéraux, dans tous les domaines aujourd'hui, s'ils ne sont pas dénoncés, ils sont quand même de moins en moins appliqués. Dans le contexte que l'on vit, vous noterez que les Nations Unies vont quand même de moins en moins bien. Alors, c'est pas du tout un phénomène qui est nouveau, mais c'est quand même un peu en mort cérébrale, pour reprendre une autre expression qui est connue. Et là, on nous dit aussi qu'au-delà même du multilatéralisme, pour pouvoir réglementer ces enjeux-là, il faut donner des approches nouvelles et créatives. Ça, moi, j'ai bien aimé, c'est-à-dire des initiatives personnelles et collectives. Pourquoi? Tout simplement parce que les États, bien sûr, ils sont très importants dans la manière dont vont être appliquées une potentielle réglementation future par l'intermédiaire des organisations internationales, mais en fait, ça ne suffit pas. C'est-à-dire que moi, ça a été aussi l'un de mes sujets de thèse, c'est vraiment le développement d'un écosystème qui va permettre l'effectivité des droits en matière de droit du numérique. Et pour ça, chaque individu, même si bien sûr on pèse pas lourd dans la balance, mais chaque individu va véritablement avoir une incidence sur le devenir de l'humanité en la matière. Et l'approche collective, elle est indispensable parce que, par exemple, une association va participer à l'effectivité des droits et libertés. Il ne faut pas forcément attendre que ça vienne de l'État ou que ça vienne d'organisations supranationales pour être novateur en la matière. On a des très bonnes associations en France qui travaillent aujourd'hui, qui font respecter les droits et libertés, qui permettent aussi à ce que certaines problématiques soient jugées devant les tribunaux. Et ça, c'est très important pour que ça puisse faire jurisprudence, pour que ça puisse modifier un peu les pratiques en la matière, que ça puisse heurter aussi. Parce qu'on a des pratiques qui sont légales et qui devraient sans doute pas l'être. Donc vraiment, cette approche collective, je pense qu'il faut la pousser au maximum. Et quand on a beaucoup de discours en ce moment sur oui, les associations, machin, c'est un scandale, il y a beaucoup de gens qui le pensent. En fait, non. En fait, ces associations-là, vous n'êtes pas obligé de leur donner de l'argent. Vous n'êtes pas obligé d'y adhérer, mais il faut savoir que parfois, c'est aussi grâce à elles qu'il y a des acquis sociaux en la matière. Et je vous donne un exemple, la Quadrature du Net, mais il n'y a pas qu'elle en France, protège aussi énormément, met sur le devant de la scène de nombreuses thématiques qui ne seraient pas traitées sans elle. Il y aurait un vide, je vous assure, sans elle. Donc, cette approche collective, les associations aussi, c'est très important. Donc, moi, j'ai trouvé que le message du pape en la matière était quand même très intéressant et parfois même plus intéressant que ce qu'on peut lire en ce moment sur le sujet. Dernière thématique du podcast, Tesla et ses soucis d'autopilote.
C'est pas quelque chose de nouveau. Ça fait déjà de nombreuses années que Tesla est sous le feu des projecteurs concernant les algorithmes de son aide au pilotage, hein, sont des aides à la conduite tout simplement. Moi, je suis un fervent défenseur quand même des aides à la conduite. Autant il est évident qu'aujourd'hui, nous n'avons pas encore la technologie qui permet d'avoir des voitures autonomes. Donc, on est vraiment sur autre chose, hein. On n'est pas sur de la délégation de conduite. On est sur de l'assistance, il faut bien préciser ça, ce qui fait que du coup vous restez totalement responsable du comportement de votre véhicule. Pour autant, et c'est là qu'est la difficulté, c'est que aujourd'hui Tesla se heurte quand même à des petits scandales où il y aurait des problèmes d'algorithme qui engendreraient des accidents. C'est-à-dire que peu importe en fait le comportement du conducteur, il y aurait des cas où ça a été rapporté, ça a été documenté, où effectivement il y a eu des pertes de contrôle, une voiture qui accélère toute seule, vous n'avez plus la possibilité de freiner, vraiment des grosses frayeurs. Tesla a reconnu qu'il allait devoir faire des mises à jour aux États-Unis sur plus de 2 millions de véhicules. C'est quand même pas anodin, là où moi je suis choqué, mais vraiment ça fait des années, pareil que je l'ai dit, il faut en finir avec ça. Moi je suis en sécurité quand je prends l'avion. D'ailleurs, je pense que le trafic aérien, l'avion est l'un des transports le plus sûr, si ce n'est le plus sûr au monde. Et il est clair que là, les algorithmes, ils sont pour beaucoup. Quand il y a un accident d'avion, généralement, c'est à cause de l'homme. C'est à cause de son comportement, parce qu'on est faillible. Maintenant, la machine, évidemment, elle est faillible. Mais elle est faillible quand même moins souvent que nous. Alors évidemment, il peut y avoir des erreurs de programmation. Il peut y avoir aussi des erreurs purement matérielles, hein, qui même si c'est bien programmé, ça va dysfonctionner. Enfin, il y a quelques années, malheureusement, aussi chez Boeing, des difficultés où on a eu des crashs carrément qui étaient un peu inexpliqués, sans doute parce que l'avion a été mis sur le marché trop tôt. Bon voilà, il y a eu des procédures qui n'ont pas été respectées, des problèmes de certification également. Il y a des autorités de contrôle qui n'ont pas fait leur travail. Et là, moi, je trouve que quand c'est l'aviation, c'est très réglementé. Quand c'est l'automobile, ça l'est beaucoup moins. Et je trouve pas ça normal parce que on est sur des éléments de sécurité. Pour moi, Tesla ne devrait pas s'amuser à faire des mises à jour comme ça en disant « Regardez, mise à jour d'aide à la conduite. Et puis un mois après, je refais une mise à jour d'aide à la conduite. Et puis je fais une fonctionnalité bêta. Et puis en gros, vous me direz si ça marche bien, quoi. » Je veux dire, non, là... c'est une arme par destination, une voiture. C'est extrêmement grave, c'est très dangereux. Pour moi, si on met des assistances électroniques pour de l'aide à la conduite, c'est que ça doit être parfait. Évidemment, il peut y avoir, comme je dis, des facteurs extérieurs qui vont faire que ça va dysfonctionner. Mais on ne peut pas faire n'importe quoi. Et moi, j'ai l'impression que Tesla, c'est « Allez hop, je fais une petite mise à jour et puis on verra comment ça se passe. » Non, les gars. À un moment donné, il faut vraiment que là, on ait des autorités de contrôle extrêmement fortes et puissantes pour leur dire, mais là, vous faites une mise à jour, la mise à jour, vous la faites certifier. Et elle sera certifiée de la même manière que il faut la certifier pour un avion, quoi. Je vois pas pourquoi on y aurait moins de contrôle pour ce type de choses. Bien au contraire. Donc moi, je crois que en plus, ce type de pratique nuit très clairement à l'image qu'on va donner des futures voitures autonomes, où évidemment pour beaucoup de gens ce n'est pas naturel de ne pas conduire le véhicule, et pour cela il faut être en confiance, c'est-à-dire qu'il faut être irréprochable, et il faut commencer maintenant. Il faut que dès à présent, on ait vraiment des véhicules qui tiennent la route, et que s'ils commercialisent ce type d'aide à la conduite, eh bien il faut que ce soit parfait, tout simplement. Donc moi je suis vraiment carton rouge pour Tesla, et j'espère qu'ils vont être plus rigoureux dans leur politique de mise à jour, et que ce sera également le cas des autres constructeurs, parce que on ne peut pas jouer avec les vies humaines. Je suis convaincu que l'informatique permettra de réduire le nombre de victimes de la route, mais il ne faut pas qu'à côté, on se retrouve avec des travers de cette nature, du moins il faut qu'on réduise le risque le plus possible. Voilà, c'est pas le Far West en fait. C'est pas le Far West technologique de la sécurité. Il faut vraiment quelque chose de vraiment plus coercitif à l'égard des constructeurs automobiles. Bon, en tout cas, j'espère que ce podcast vous a intéressé. N'hésitez pas à liker, partager, et puis vous pouvez également commenter sur la chaîne YouTube
parce que sur la chaîne YouTube, vous trouvez également d'autres éléments, y compris des liens vers des sites internet, ce que je peux moins faire via le podcast. Et puis, je peux vous répondre plus facilement également sur YouTube. Eh bien, écoutez, je vous dis à très bientôt sur les internets.